Donc, je m'appelle Ariel Kirou, ça s'écrit K-Y-R-O-U, comme ça se prononce pas. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me définir, en fait. On va dire que je mène des réflexions sur un certain nombre de questions liées au futur. J'utilise à la fois la philosophie, la sociologie, donc les sciences sociales, et la science-fiction, et les cultures alternatives, et les grandes avant-gardes, pour penser avec un E et penser avec un A le monde. Alors, quand on parle de futur de l'expérience client, il y a 3 mots. Hein, et ça peut être intéressant de se dire comment on positionne ces 3 mots, quel sens on leur donne. Futur d'abord. La plupart du temps, les entreprises, lorsqu'on leur parle de futur, parce que forcément, elles ont des impératifs assez forts, notamment de rentabilité, et qu'elles ont on va dire, des soucis, des questionnements qui sont de façon générale plutôt à court terme, ce futur est un futur proche. C'est la même chose pour les politiques, ça va être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, je pense que ce qui est intéressant en termes de réflexion, c'est surtout de ne pas rester collé au futur proche. Voilà. Pour essayer d'oublier les a priori, d'oublier les clichés, d'oublier les stéréotypes. Et j'ai tendance à penser que le futur qu'il est le plus intéressant de penser est lointain. J'ajouterais même que penser un futur, non pas pour moi, mais pour mes enfants ou mes petits-enfants, est plus intéressant au présent que de penser un futur à 2 ou 3 ans pour l'ensemble des gens, par exemple, qui sont au sein de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'oublier tout ce qui, en quelque sorte, nous freine dans l'appréhension des futurs. Et il y a beaucoup de choses qui freinent les managers, qui freinent les salariés au sein des entreprises, et c'est normal. Donc la première étape, c'est vraiment de faire en sorte de se décoincer. Donc plus on part loin et mieux c'est, quitte, dans un second temps, à revenir sur le présent et à se dire, ces ersatz de rêve, ces bribes de futur un peu différents, comment on peut commencer à les initier au présent? Donc pour moi, la clé du futur, c'est aller très loin dans le futur et revenir ici et maintenant au plus proche dans un deuxième temps et surtout pas dans le premier temps. Mais si on oublie le mot client, il n'y a pas de vie sans expérience. La vie n'est faite que d'expérience, tout comme la vie est faite de relations. Oublions un instant ce terme de client. La clé, c'est qu'est-ce que je vis très concrètement, qu'est-ce que vit telle ou telle personne, quelles qu'en soient les causes, quels qu'en soient les supports, l'expérience, c'est ce qui m'enrichit, non pas financièrement ou à la marge, mais c'est ce qui m'enrichit intellectuellement, spirituellement, philosophiquement. C'est ce qui me permet de voir les choses différemment, c'est ce qui me permet de les comprendre, c'est ce qui me permet de me projeter. L'expérience est ce qui nous construit. Donc l'expérience est quelque chose qui va bien au-delà d'un service ou d'un produit. C'est le fondement même de ce qui fait la vie. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Parce qu'on a trop souvent tendance à prendre l'expérience par le petit bout de la lorgnette. Et c'est là où on en arrive au 3e terme, le terme de client. Le terme de client, il nous coince. Parce que le client, c'est celui à qui on vend un produit ou un service. Et très vite, pour les entreprises, cela ne devient que cela. Et c'est ça le problème. Parce que dès lors que c'est cela, c'est par rapport aux produits et aux services d'aujourd'hui. Donc, ça biaise totalement tout rapport au futur que de penser en termes de client. Il ne faut surtout pas penser en termes de client lorsqu'on essaye de se projeter vers le futur. C'est un paradoxe, hein, parce que maintenant on parle du client roi, auparavant il y avait l'usager, maintenant voilà. Évidemment que c'est un paradoxe. Mais là, c'est au-delà du paradoxe. C'est-à-dire, réfléchissons, oublions un instant ce que fait l'entreprise. À qui on a affaire? Qui sommes-nous? Nous sommes des parents, nous sommes des citoyens, nous sommes parfois des gens qui ont envie juste d'évasion, des fois des gens qui ont envie d'autres dimensions, de sens. C'est bien au-delà de la notion de client. Nous sommes des personnes ayant des relations avec d'autres. Donc si on se projette vers le futur, on oublie tous les clichés de ce qu'on entend par expérience client, voire par futur, et on revient à ce qui est l'essence même des gens qui font l'entreprise et à qui l'entreprise s'adresse, des personnes, des citoyens, des parents, des gens qui ont envie de partir en vacances, des gens qui ont envie de se faire plaisir, des gens qui ont envie de s'enrichir intellectuellement, spirituellement. Et c'est donc bien au-delà du client
qui nous coince. Pour comprendre la façon dont ce type de technologie pourrait potentiellement changer le futur. Déjà, on peut s'interroger, c'est quoi l'objectif de Sam Altman, le patron d'OpenAI, lorsqu'il sort ChatGPT? La dernière version, c'est ChatGPT 4o, qui vient de sortir, donc c'était en, je crois que c'était en mai, hein, tout simplement, en mai 2024. On peut lui commander des images, de la vidéo, et on peut faire tout à l'oral. On peut parler, en quelque sorte. Donc déjà, il y a un premier piège, c'est que ces intelligences artificielles parlent comme des humains. Ils nous donnent le sentiment, il y a une sorte d'investissement émotionnel, en fait, hein, qui se joue entre l'IA et celui qui interagit avec elle. L'objectif de Sam Altman, c'est que ces IA soient nos compagnons, donc, en permanence. On serait plus isolés, en permanence, on interagirait avec une IA. On est au fond très exactement, et il y a d'ailleurs une IA qui s'appelle Replica, qui est tirée de ChatGPT, qui joue ce rôle de compagne ou compagnon. Ce serait nos compagnes ou compagnons exactement comme dans le film Her, de Spike Jonze, sorti en 2013, avec Joaquin Phoenix, qui jouait donc l'amoureux transi d'un système d'exploitation à qui il a donné une voix, et donc qu'il appelait Samantha, en fait, avant d'être un peu désillusionné, puisqu'elle parlait de la même façon à des milliers d'amoureux en même temps. Ça, c'est l'histoire de ce film. Mais le film est intéressant parce qu'il nous permet de voir un horizon, quelque part. Donc, ça, c'est un potentiel de l'IA. Mais discuter avec des gens qui les utilisent véritablement. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Jean Barret, qui est à la fois un avocat, un auteur de science-fiction. Comment il utilise ChatGPT? Si vous lui demandez, est-ce qu'une IA est capable, est-ce qu'elle sera demain capable de faire un bon roman de science-fiction? Il dit non. Parce que c'est une moyenne. Et qu'en plus, il y a des systèmes algorithmiques qui font qu'il y a maintenant de plus en plus de choses qu'elle ne peut pas faire. Donc elle va s'excuser, vous allez lui demander une scène de violence, elle va refuser, parce qu'elle est cadenassée, en quelque sorte. L'IA a un stock immense de données dans lequel elle peut puiser, mais elle est en quelque sorte coincée. Elle reste toujours sur la moyenne et sur le politiquement correct. Ça veut dire que si on veut changer, si on veut une logique de subversion et d'innovation, c'est pas le bon support. On peut s'en servir, Jean Barret s'en sert par exemple, comme une interlocutrice, pour lui demander des idées par rapport à des personnages, pour faire intervenir plutôt un personnage par rapport à une histoire. Il fait lire des romans, des textes immenses à des IA comme Claude ou comme ChatGPT ou comme beaucoup d'autres. Dans le futur, l'IA va sans doute encore se développer. Elle sera présente partout, peut-être dans une montre, dans mes lunettes, elle est déjà via le smartphone, parce qu'au fond, les technologies, elles accélèrent, elles catalysent le meilleur comme le pire. On a d'un côté ce que souhaitent les GAFAM, ce que souhaitent, donc c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ce que souhaitent des startups qui ne sont plus des startups, hein, comme OpenAI. Puis on a d'un côté ce qui est l'outil et tout ce qu'il permet. Hein. On a d'un côté le marketing, un certain type de marketing, et de l'autre on a des usages comme celui de Jean Barret, qui n'est pas technophobe, mais qui utilise avec intelligence, avec subtilité, et pas pour qu'elle le remplace, mais pour travailler mieux l'IA. Eh bien, les deux sont possibles. C'est que dans le futur, l'IA peut très bien servir à rendre les gens encore plus soumis. Elle peut très bien servir à les rendre encore plus esclaves d'une logique marketing bas de plafond, en fait. Et c'est l'objectif de Sam Altman, en fait. Parce que l'IA, elle a besoin, pour bien nous répondre, hein, de tout connaître de nous, quelque part. Donc en termes de données, en termes de potentiel, c'est quelque chose d'absolument gigantesque. Donc il y a une première option par rapport au futur qui va aller qui va prendre de plus en plus d'importance, qui est cette logique, en quelque sorte, de soumission, cette logique de contrôle, en fait. Qui n'est pas une logique qui donne la main aux gens, aux personnes, mais qui, au contraire, joue de sa logique, on va dire, d'investissement émotionnel, parce que elle parle, on a un sentiment que c'est quelque chose de vivant, alors que ça ne l'est pas. C'est un piège. C'est un piège, et c'est un futur qui, à mon sens, est totalement délétère, sans parler du fait qu'il risque de se heurter à d'autres types d'objectifs écologiques, de participation, d'inclusion. En fait, hein. Il ne peut qu'accélérer on va dire, une lente implosion de nos sociétés. Donc si on fait comme si c'était de véritables humains, ces IA, si on ne creuse pas la différence, si on n'éduque pas à l'usage, à une hygiène d'usage par rapport à ce type
de technologie, et qu'on se contente en quelque sorte de faire en sorte qu'elles puissent remplacer des humains, tout simplement parce que ces humains, ils font un travail, guillemets, à la moyenne, et que effectivement c'est ce qui va se passer. Et si on ne crée pas si on n'insiste pas sur ce qui est la singularité même, l'originalité de l'humain par rapport à l'IA, eh bien on va avoir un monde, un futur, qui, sous gouvernance de l'IA, plus besoin d'avoir quelques Jupiters que ce soit, ce sera parfait. On aura un monde d'une conformité absolument totale, d'un ennui absolument abyssal, où quelques personnes n'auront d'autre choix que tout simplement d'être des rebelles. Voilà. Et donc l'entreprise, l'expérience client, avec cette logique de l'IA, ce serait une expérience donc de soumission, une expérience où on continue avec uniquement l'entreprise qui dicte en quelque sorte ses souhaits et ses volontés, qui utilise l'IA pour tout simplement jouer de ce contrôle et de cette soumission, avec une lutte entre les entreprises pour être celle qui a le plus de contrôle des IA qui vont être dans la poche associées à chacun. On sera toujours dans une logique de pure compétition, avec une logique d'expérience client qui sera d'un certain côté très satisfaisant, parce que l'IA, contrairement à un humain ou une humaine, hein, mais deux personnes dans une même pièce, vous leur demandez de parler politique, il n'y a aucun problème, ils vont s'étriper. Vous pouvez parler politique à l'IA, elle sera d'accord avec vous, il n'y a aucun problème. Donc, aucun souci, donc aucun progrès, aucun conflit, donc aucune émancipation. C'est l'une des voies de l'expérience client de demain, si elle ne se réinvente pas, et si elle se contente d'utiliser des nouvelles technologies comme l'IA pour aller un cran, deux crans, trois crans plus loin, dans ce qui est, à mon sens, la dimension la moins constructive de l'expérience client d'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'expérience client, du ressenti client, et qui reste uniquement sur une logique purement descendante. Le service, c'est le produit, on ne demande pas son avis au client, on lui demande juste d'être satisfait, de bien sourire, il n'y aura pas de contradiction, et ça, c'est l'une des options. C'est pas tout à fait l'option que je défends. Donc, ça, c'est l'une des options. La deuxième option, c'est une option où bien au contraire, on écoute des gens comme Jean Barret, on essaye d'éduquer, on n'interdit pas les IA, mais on essaye d'éduquer les gens à l'usage des IA, et des entreprises utilisent l'IA pour enrichir le travail de chacun, et pour faire en sorte, via les dialogues, tout simplement, que celui qui jusque-là était client, mais qui n'est plus client, qui est partenaire, fasse des propositions, rebondisse, soit celui qui trouve des idées en s'appuyant sur des IA, en testant et ainsi de suite. L'IA devient une interlocutrice, mais pas une compagne. On sait qu'elle n'est pas humaine, et c'est les humains qu'on appelait auparavant clients, et qui deviennent des citoyens, qui, utilisant l'IA, quelque part, ont plus d'idées, rebondissent, s'appuient sur un stock de connaissances qu'ils n'avaient pas auparavant, et qu'ils ont désormais grâce à cet outil qu'est l'IA. On n'est plus dans une logique de soumission, qui est l'une des facettes de l'expérience client. On est dans une logique de proposition, on est dans une logique de participation, on est dans une logique d'inclusion, où l'IA est un outil qui permet à chacun d'accéder à des connaissances qu'il n'avait pas auparavant. Donc, plutôt que de augmenter les inégalités et les privilèges, on fait en sorte d'atténuer les inégalités, parce que tout le monde a accès aux mêmes connaissances, tout le monde est formé à utiliser ce type d'outils, et donc à devenir non plus un simple client, mais un partenaire de l'entreprise, mais un citoyen qui propose des idées, qui en parle à ses amis, et on a une logique non plus fermée, mais ouverte de l'expérience client, via un usage de l'IA qui n'est plus de l'ordre de la soumission, mais de l'ordre de la proposition, de l'ordre de la construction, de l'ordre de la création singulière. On n'est plus dans la conformité, on est dans l'originalité, et c'est vraiment deux voies. Alors évidemment, elles ne s'opposent pas front à front, hein, c'est des polarités. Hein, on va être plutôt près de cette polarité-là de la soumission, ou plutôt près de l'autre polarité qui est celle donc de la création, mais on a très clairement deux facettes, deux options qui s'opposent l'une à l'autre, d'usage des technologies à des fins, soit de soumission, expérience client descendante, soit à des fins de création, expérience client montante, le vertical, l'horizontal. Ça va dépendre des choix des entreprises, de leur type de relation avec ceux qu'ils appellent leurs clients. Lorsqu'on parle d'expérience client, lorsqu'on parle de nouvelles technologies, il y a comme une ombre quelque part. Cette ombre, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau du climat. C'est pas la même chose s'il ne se passe rien et que le climat reste plus ou moins stable, que si la température augmente et que donc le climat devient chaotique. Le propre de la crise climatique, c'est pas uniquement que les températures montent, c'est qu'on ne sait plus. C'est que les agriculteurs ne savent plus, ils peuvent plus se reposer sur les saisons telles qu'ils les connaissaient. Et ce qui est vrai pour l'agriculture, l'est pour un grand nombre de professions et de métiers, en fait. Les assureurs, les banquiers, toutes
propositions, des métiers de relationnel. Donc il y a un tas de métiers où le changement climatique, qui va aller avec des inégalités sociales de plus en plus importantes, des inégalités entre les pays, va potentiellement créer une sorte de chaos. En fait. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit, mais alors, en quoi, voilà, qu'est-ce que ça signifie pour cette fameuse expérience client et sur le futur de l'expérience client? Eh bien, ce qui va avec, c'est d'abord, est-ce qu'on anticipe ce type de crise ou pas? Est-ce que, si on anticipe, on crée dès maintenant des logiques d'entraide, de partage, où les expériences clients se nourrissent les unes les autres, s'alimentent les unes les autres, et prennent acte d'expériences parfois dans des conditions difficiles, qui sont celles de la crise climatique? Ou est-ce qu'on fait comme si ça n'existait pas? On continue à dépenser tout autant, on va dire, à dépenser l'empreinte carbone qui reste toujours une calamité, à prendre l'avion, etc. Et on ne se préoccupe pas de ce que les clients disent par rapport à des conditions de vie qui potentiellement se dégradent et des inégalités sociales. Là encore, on retrouve cette dualité quelque part. Soit on est, comme dans l'IA, dans une logique de soumission, dans une logique où on est toujours descendant, et où finalement, malgré les mots, malgré la langue de bois, on ne considère pas les personnes, on ne considère pas les citoyens, on ne considère pas les parents, et où on fait comme si la crise climatique n'existait pas, en essayant juste de se protéger derrière son petit doigt. Et là, à un moment donné, quand la crise va s'accélérer, lorsqu'il y aura une grande inondation à Paris, les assureurs ça va pas tenir. Voilà, on va être dans une sorte de no man's land, en essayant de colmater les brèches. Alors que si on a créé des systèmes où l'expérience client n'est pas plus juste l'entreprise et le client, mais où les personnes se parlent entre elles, et où la logique de l'expérience client, c'est aussi la logique du partage par rapport aux produits et par rapport aux services, c'est aussi la logique d'une mise en connaissance, que ce soit via l'IA ou via les logiques de communication entre personnes. Si on a anticipé par des logiques d'inclusion et de transparence, d'entraide, au fond, la crise, potentiellement, il y aura toujours une crise, mais elle passera mieux. Et surtout, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que qu'est-ce qui se passe pour une entreprise lorsqu'il y a une crise et qu'elle est forte et que les gens souffrent plus? L'entreprise, potentiellement, les gens se tournent vers elle, surtout si l'État ne joue pas son rôle, et lui demandent de plus en plus. Et vont l'accuser d'un certain nombre de mots, à tort ou à raison. Si l'entreprise n'a pas attendu qu'il y ait crise pour créer des systèmes d'entraide entre les gens, pour faire en sorte que l'expérience des personnes, des citoyens, soit partagée, pour qu'il y ait discussion par rapport à ces produits et services et leur évolution, on va moins probablement se tourner vers l'entreprise, puisqu'elle sera déjà un partenaire, puisqu'elle sera déjà au cœur d'un écosystème d'expérience citoyenne. Ça changera forcément tout, parce que là, ce qui aura été construit auparavant va aider, en quelque sorte, à supporter la crise. Si la crise est anticipée et qu'elle est anticipée collectivement, plutôt que si elle n'est pas anticipée et qu'on reste sur une logique purement égoïste et individualiste au sein de l'entreprise, eh bien, dans un cas, celui de l'entreprise égoïste, individualiste, jouant ce jeu-là, est totalement descendante, ça passera ou ça cassera, et ça risque de casser. Ou alors, on est déjà dans une logique beaucoup plus participative, une logique en fait où tout se joue dans l'entraide, dans les partages de l'expérience client, qui devient l'expérience citoyenne, dans les logiques où on intègre, où l'entreprise a intégré via ses salariés et d'autres, des logiques qu'on pourrait appeler d'intérêt général dès le départ, où l'entreprise a assumé qu'elle est un organisme qui est un organisme qui, au fait, en gros, se construit via les personnes, autant les salariés que ceux qu'on appelait auparavant les clients. Donc c'est au gros quelque chose, une sorte d'un collectif de citoyens, en fait, qui sont acteurs de façon différente par rapport aux activités même de l'entreprise, activités qui forcément auront évolué. Et là, effectivement, l'entreprise a peut-être des chances de survivre à ce type de crise beaucoup mieux que les autres. Elle aura anticipé, elle sera dans une logique de partage qui fera qu'elle ne sera pas désignée comme étant la responsable des problèmes X ou Y, mais au contraire, comme une structure pouvant apporter des solutions grâce et avec l'ensemble des citoyens qui partagent leur savoir, leur savoir-faire, utilisant selon les cas l'IA ou pas, et là la donne sera totalement différente. On voit bien qu'au final, si l'on met de côte à côte à la fois les enjeux des technologies, c'est un des grands imaginaires, l'imaginaire technologique, c'est l'imaginaire de dépassement des limites, les enjeux écologiques, c'est le post-apo, c'est beaucoup de choses, c'est les logiques de fin du monde, mais c'est surtout le retour aux limites. Si, au lieu de rester à l'aveugle par rapport à ces imaginaires, on les assume
dans une logique de partage, dans une logique d'expérience citoyenne et non plus d'expérience client, beaucoup plus large, eh bien, on a, au fond, une entreprise beaucoup plus résiliente, une entreprise beaucoup plus solide sur le long terme, beaucoup plus durable, qui certes peut souffrir de différents types de crises, qui certes va utiliser différents types de technologies, mais va l'utiliser dans une logique d'enrichissement non seulement d'elle et non seulement financier, mais d'enrichissement, comme je le disais, intellectuel, spirituel, dans une logique citoyenne, une logique démocratique, et ça peut être une expérience formidable.